Samedi 12 juillet 2014, cette semaine dans le grand show de l'info, les milliardaires en France, toujours plus nombreux, les 500 plus grandes fortunes françaises ont grossi de 15% en un an. Loin de la Syrie, les réfugiés s'organisent. Depuis janvier 2014, la France a accueilli 12 journalistes syriens, des journalistes réfugiés qui continuent à se battre pour exercer leur métier. Le boom du tourisme médical en Inde, de nombreux médecins indiens partis faire leurs études et travailler en Occident reviennent s'installer à Chennai, capitale indienne de la santé. Enfin, comme chaque semaine, ce sera le récap. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand show de l'info. Les milliardaires en France, toujours plus nombreux, les 500 plus grandes fortunes françaises ont grossi de plus de 15% en un an, atteignant une richesse globale de 309 milliards d'euros dans le classement 2014 du magazine Challenge de cette semaine. C'est une réalité. En 2014, il n'y a jamais eu autant de milliardaires en France. En effet, dans l'Hexagone, on en compte 67, c'est 12 de plus qu'en 2013, comme le révèle le magazine Challenge. Le média révèle également que le patrimoine des plus riches a augmenté de 15% en un an, un constat exceptionnel. Depuis l'an passé, le trio de tête des plus grandes fortunes françaises n'a pas changé. On y retrouve toujours Bernard Arnault, Liliane Bettencourt et Gérard Mullier, qui cumulent rien qu'à eux trois quelques 73 milliards d'euros. Mais alors, comment expliquer cette évolution constante? La première raison est simple, la santé des entreprises des milliardaires français est bonne, mais en réalité, il faut surtout se tourner du côté des banques centrales qui ont fait tourner leur planche à billets, une action permettant à des milliards d'euros de s'investir dans des sociétés cotées de luxe, comme par exemple des hôtels ou des restaurants étoilés. Loin de la Syrie, les journalistes réfugiés s'organisent. Depuis janvier 2014, la France a accueilli 12 journalistes syriens. Une fois arrivés dans l'Hexagone, ces journalistes réfugiés continuent à se battre pour exercer leur métier et ils font face à des difficultés matérielles et administratives dans un pays dont ils ne connaissent souvent pas la langue. À peine arrivé en France, Farhan n'a qu'une idée en tête, redevenir journaliste. Exfiltré d'Égypte par l'ONG Reporters sans frontières début juin, ce Syrien espérait pouvoir se remettre au travail rapidement, et cette fois loin du regard de Bachar al-Assad. Mais en attente d'un logement, il vit aujourd'hui dans des conditions très précaires. Moi, en tant que journaliste qui défend des valeurs, comme je suis arrivé en France depuis seulement 2 semaines, j'habite dans ce centre, à Créteil, sans télévision ni Internet. Forcément, je suis complètement coupé du monde. Je ne sais pas ce qui se passe là, maintenant. À titre d'exemple, j'ai appris dans la rue que c'était la Coupe du monde de football. Des Syriens déçus, Sabine en reçoit beaucoup. Les journalistes, souvent issus de milieux aisés, faisaient partie de l'élite en Syrie avant le début du conflit. Difficile pour eux de se retrouver soudainement loin de leur pays, sans ressources et parfois même sans toit. Vraiment des gens qui ont perdu, leur maison, qui ont perdu tous leurs biens, tous leurs avoirs, et là ils ne veulent qu'une sérénité. Mais encore faut-il que cette sérénité se fasse dans des bonnes conditions. Et les conditions, d'après eux, sont insuffisantes, voire parfois quasi inexistantes en termes d'accueil en France. Iyad, lui, a eu de la chance. Après quelques mois d'errance, il a réussi à trouver une chambre à la Maison des journalistes, une association qui accueille ses confrères contraints à l'exil. Un petit havre de paix au cœur du 15e arrondissement de Paris, où il peut enfin se consacrer à l'écriture d'articles ou de livres, mais surtout garder le contact avec le pays. On ne sait pas ce qui se passe de visu en Syrie même et ce que les gens pensent. Ces choses-là, on les apprend de nos amis, à travers les articles,
Internet, les vidéos, les témoignages, tout ce qui paraît. Et on en tire des informations sur la situation en Syrie, les développements, le schéma de pensée des gens. Car la Syrie n'est jamais loin, Iyad a rencontré des compatriotes à Paris, des journalistes comme lui, l'occasion de nouer de nouvelles amitiés autour d'une même passion, et surtout la nostalgie du pays. On respire le parfum de la Syrie à travers la nourriture. Mais Iyad sait que sa situation n'est pas encore réglée, la maison des journalistes ne l'accueille que pour 6 mois, et au mois d'août, il devra trouver un autre foyer pour continuer à écrire. De nombreux médecins indiens partis faire leurs études et travailler en Occident reviennent s'installer à Chennai, capitale indienne de la santé, alors que la ville est en train de devenir un paradis du tourisme médical. Reportage en Inde. Une opération précise et délicate. Ce docteur a appris son métier d'urologue-oncologue en Allemagne et en Angleterre. L'an dernier, il est revenu s'installer en Inde après environ 10 ans en Occident, amenant avec lui les dernières technologies médicales. La dernière fois que j'étais ici, en 1999, l'écart entre les avancées médicales de l'Occident et de l'Inde était d'environ 15 ans. Maintenant, cet écart s'est réduit à moins d'1 an. Chennai, dans le sud de l'Inde, est connue pour être la capitale de la santé et un lieu important pour le tourisme médical. Pourtant, beaucoup des diplômés en médecine quittent la ville pour accroître leurs revenus et améliorer leur savoir-faire. Une tendance qui est en train de s'inverser d'après les professionnels, avec le retour de médecins comme le docteur Anto, parti vivre en Nouvelle-Zélande il y a 4 ans. D'abord, il y a la promesse d'une meilleure qualité de vie ici. Globalement, nous avons assisté à un développement de l'économie. La tendance va vers une meilleure éducation, un meilleur mode de vie, donc cela ramène des gens. Ensuite, vous gardez en tête que vous pouvez faire une différence ici. Mais le système de santé indien reste loin d'être parfait, les infrastructures publiques sont sous-financées et mal gérées, des millions de citoyens ne peuvent pas s'offrir des soins privés, les hôpitaux reçoivent aussi un nombre croissant de patients internationaux, ils sont environ 70 000 à se rendre dans cet hôpital chaque année pour des soins bien plus abordables que dans leur pays d'origine. Ce Kenyan est venu pour une double opération du genou, accompagné de son fils. Le savoir-faire qu'il y a ici, on ne l'a pas chez nous. C'est pour ça qu'on a fait l'opération ici plutôt que chez nous. Petit à petit, le système de santé indien se fait une place dans le monde de la médecine. Beaucoup espèrent maintenant qu'il pourra bénéficier au reste de la population indienne. Ensuite, c'est le récap, le résumé complet de l'actualité de la semaine. Une semaine, encore une fois, très chargée avec de l'actualité au Proche-Orient, mais également en France, avec l'actualité sociale. Le dialogue social bat de l'aile en France. Après la concession faite au MEDEF par Manuel Valls sur le compte pénibilité, la CGT, le premier syndicat du pays, et Force ouvrière ont chacun décidé de boycotter mardi la seconde journée de la conférence sociale. Cette troisième conférence du quinquennat s'est donc ouverte sur fond de tension et d'incapacité du pouvoir à juguler le chômage de masse. Y a-t-il eu abus de confiance de Sarkozy au préjudice de l'UMP ? Pour le déterminer, la justice a ouvert une enquête sur le paiement par le parti de droite des pénalités infligées à l'ex-président après l'invalidation de ses comptes de campagne 2012 pour dépassement du plafond autorisé. L'ex-chef de l'État aurait dû régler lui-même ses pénalités. Au moins 12 Palestiniens tués, des dizaines de blessés. C'est le bilan provisoire des raids israéliens sur la bande de Gaza, menés en représailles aux tirs de roquettes du Hamas. Israël n'exclut pas une offensive terrestre contre l'enclave palestinienne. L'État hébreu, qui a déjà massé des chars à la frontière, vient d'autoriser le rappel de 40 000 réservistes.
Pour ces 100 jours à Matignon, Manuel Valls aux prises avec une fronde syndicale. Une fronde qui, si elle se prolongeait, serait une posture incompréhensible, dit le Premier ministre en clôture de la conférence sociale. Son discours a été boycotté par les 4 syndicats, CGT, FO, Solidaire et FSU, qui ont claqué la porte de la conférence. Deuxième journée de négociation à Marseille pour tenter de sortir de l'impasse à la SNCM. La grève à la compagnie maritime est entrée dans sa 3e semaine et suscite des tensions croissantes, aussi bien en Corse que sur le continent. L'intersyndicale se dit prête à négocier un nouveau plan, mais sans recours au tribunal de commerce. Israël promet d'intensifier ses attaques sur Gaza. Les raids israéliens contre le Hamas ont déjà coûté la vie à 43 Palestiniens, dont au moins 4 enfants, alors que 2 roquettes tirées dans la matinée sur Tel Aviv ont été interceptées par le système de défense antimissile israélien. La Jordanie a demandé à Israël d'arrêter son offensive sur Gaza. Comment enrayer l'escalade à Gaza? C'est l'épineuse question à l'ordre du jour d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Les raids israéliens répondent aux salves de roquettes lancées par le Hamas et son allié le djihad islamique, faisant en 3 jours plus de 80 victimes palestiniennes. Ce nouveau cycle de violence est le plus grave depuis fin 2012. Le ouf de soulagement des représentants de l'économie corse après le vote mettant fin à la grève de la SNCM. Après un mouvement de 17 jours, les traversées vers l'île de Beauté devraient reprendre dès jeudi soir. Mais les syndicats exigent d'être rapidement reçus par Manuel Valls. Leur souhait, qu'une solution pérenne soit trouvée pour la compagnie maritime en difficulté. Nouveau plancher historique pour le livret A. Début août, son taux sera abaissé de 1,25 à 1%. Faiblesse de l'inflation oblige, la rémunération du livret aurait dû descendre mécaniquement à 0,50%. Mais Bercy explique vouloir limiter la chute, notamment pour protéger le pouvoir d'achat. Israël et le Hamas s'installent dans la guerre. Les bombardements israéliens ont fait plus de 100 morts palestiniens en 4 jours et les tirs de roquettes du Hamas vers Israël se poursuivaient vendredi. Ce n'est que très timidement que les États-Unis se sont engagés pour tenter d'enrayer la spirale de la violence. Les licenciés de Maury Ducrot vont pouvoir attaquer au prud'homme. La justice a annulé la validité du plan social et ses 2800 licenciements engagés en mars. Cela ne va pas permettre aux salariés de retrouver leurs emplois, mais ils vont pouvoir saisir les prud'hommes pour obtenir des indemnités. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine pour le grand show de l'info qui est déjà sur un petit air de vacances. En attendant, si vous êtes en vacances justement, je vous souhaite encore une fois de très bonnes vacances et si vous travaillez, eh bien je vous dis bonne chance, bonne semaine et à samedi prochain.